Alors, je vais écrire dans le chat en même temps, le temps qu'on démarre. Je regarde dans mon oreillette. Est-ce qu'on peut me dire ce que c'est OK? N'hésitez pas à nous écrire dans le chat, nous dire si vous nous entendez bien. Comme ça, on peut démarrer parce qu'on a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Bonjour Noémie. Parfait, les gens arrivent. On est quasiment à une centaine. Ouh, ça grimpe. Ça grimpe, c'est cool. Hello Mathieu. Bonjour à tous. Ok, bon, on nous dit que c'est parfait pour le son. De mon côté, je pense qu'on est bon. Hello Carla, c'est bon. Salut Louise, parfait. C'est parti. T'es chaud Gauthier? Moi, je suis hyper chaud. Hein. C'est le premier webinaire 2024, là. Ça fait un petit moment qu'on ne nous avait pas fait. Donc, c'est cool. On s'est tous les deux levés aux aurores avec Gauthier. Donc, on est pour des raisons différentes, mais on est chaud patate et on est là. Tu veux commencer à te présenter? Ouais, bien sûr. On attend un peu, on démarre, non? On démarre? Bon, vas-y, 11h02, faut y aller, hein, sinon on va aller tenir jusqu'à midi et demi et on va tous avoir très faim après. Surtout qu'on a plein de choses à vous dire. Pour ça. Écoutez, bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis Gauthier, 2 années, ça va faire 5 ans que je suis chez JV Web. Aujourd'hui, je suis team leader SEO et mon job, il va se résumer en 3 points. Le premier, c'est que j'accompagne mes clients dans leur strat global SEO, donc contenu, technique, netlinking. J'aide les account managers de mon équipe aussi à réussir les objectifs de leur propre portefeuille et leur propre client. Et le troisième point, qui est le plus important par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que je vais anticiper en fait les futurs changements SEO pour développer le pôle chez nous et aider nos clients à innover et à performer. Et évidemment, vous vous en doutez qu'aujourd'hui, on va parler IA, parce que c'est le sujet que tout le monde attend. Yes, merci. Et de mon côté, moi je suis team leader chez JV Web, donc j'accompagne Gauthier sur ce webinaire et puis sur la plupart des webinars. Et je me suis pas mal baladé sur le SERP des États-Unis dernièrement là. Et c'était vachement intéressant. Donc on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu trouver et qui vont nous aider pour la suite. Donc au niveau du sommaire, 3 parties. On va parler donc de SGE, le changement au niveau du CRP l'IA générative qui arrive, c'est pas encore exactement quand, sur l'Europe et sur la France et qui est dispo dans d'autres pays. Le duo gagnant entre SEO et IA et aussi une partie SIA et IA. Comment on intègre en fait l'IA en fait dans ces deux leviers en termes de strat. Oui, petit rappel aussi, donc le replay sera disponible à la fin du webinaire, vous pourrez le regarder. N'hésitez pas à poser vos questions, alors plutôt dans l'onglet questions, comme ça me permet de les suivre plus facilement parce que je vois plein de messages qui défilent, il y a du monde. On fera des petites pauses au fur et à mesure en fonction aussi du timing pour y répondre dans la foulée, ou on prendra un bloc aussi à la fin en fonction du timing puisqu'on a vraiment beaucoup de choses, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Voilà, je crois que j'oublie rien. Donc rapidement, j'y vais. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence d'acquisition. On fête nos 20 ans cette année. Donc grosse fiesta en juin de prévu pour les clients qui sont là aujourd'hui. Forcément dans le webinaire, il y en a plein. Vous avez une idée des clients avec lesquels on travaille, des gros, des petits, commerce sites, c'est assez varié en fait chez nous. On est 90 personnes réparties dans différents bureaux. Et nous, ce qu'on fait, c'est bien entendu du SEO. Avec un pôle dédié. On a aussi un pôle sur la partie plus référencement payant, le SIA, sur du display, un pôle sur la partie sociale, et on a après des pôles transverses et supports qui permettent en fait de nourrir ces leviers d'acquisition, notamment un sur la partie tout ce qui est data et analytics. Les sujets de tracking en ce moment sont aussi assez présents. On commence à arriver un peu sur la fin, en tout cas sur l'obligation d'avancer, et un pôle aussi R&D. Et qui en ce moment, un peu comme Gauthier, fait un énorme focus sur la partie IA. Beaucoup de choses viennent de chez eux sur le côté innovation. SGE, on va faire un premier focus là-dessus. Parce que Google SGE, tout simplement, ça va venir révolutionner le SEO en 2024, si jamais ça sort en 2024, puisque on n'est pas encore sûr et certain, il y a pas mal encore de
blocage européen là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? Je sais pas s'il y en a qui sont hyper familiers, qui sont déjà baladés en fait pour aller regarder un petit peu. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Ça peut être intéressant de savoir où c'est que vous en êtes. L'idée est assez simple, c'est les résultats en fait qui vont être générés directement par l'IA générative en fait de Google, qui vont venir s'intégrer en fait dans le cercle. Donc l'idée c'est vraiment d'améliorer, voire même de révolutionner l'expérience en fait de recherche, d'être de plus en plus précis. Et forcément, il y a un certain nombre d'impacts. Aujourd'hui, c'est disponible dans beaucoup de pays, mais pas en Europe, ni en France. Mais c'est possible, et je vous invite à prendre un peu de temps pour tester, parce que c'est pas très compliqué. Il vous faut basculer le navigateur en anglais, créer un compte Gmail en anglais et après utiliser un petit VPN. Moi, perso, les extensions n'ont pas fonctionné. J'ai utilisé un vrai VPN pour que ça fonctionne. Mais c'est hyper intéressant de le tester justement par rapport à votre secteur d'activité pour voir ce que ça donne, quoi. Je vois Gauthier qui regarde derrière, tu m'inquiètes. Non, c'est bon. C'est bon? Okay. On te donne de la force, c'est ça, derrière le bureau? Ouais, c'est ça. Alors, comment ça s'affiche? Il y a deux types d'affichage en fait aujourd'hui. Le premier qu'en fait on voit ici, peut-être avec la souris, je peux passer un petit peu. Bon, je l'ai encadré. C'est en fait le voir plus, show more, qui va s'afficher tout en haut en fait du SERP, qui donne une pré-réponse en fait, et après on va pouvoir cliquer pour en savoir plus. Et la deuxième chose, ça va être intégré généralement en dessous entre le SI et le SEO en termes de lien, où là en fait il n'y a pas d'affichage de réponse, mais on va avoir la possibilité de générer en fait un résultat via l'IA. Donc jusque là, l'impact au niveau du SERP, il est assez limité par rapport aux positions de la partie ads et de la partie référencement naturel. Pour vous montrer un petit peu le rendu, là c'est sur je vais mettre en bonne qualité. C'est sur une recherche en fait plus produit, plus e-commerce. Donc on a vu en fait en haut une partie résultats textuels et après très vite Google affiche directement en fait des produits. On va voir après comment ça fonctionne. Mais ce qu'on retient en termes de visibilité, c'est que, on va en parler après, c'est que quand on déploie le résultat IA, il n'y a plus personne qui existe. C'est-à-dire que même le SIA, qui est quand même la source de revenus numéro 1 de Google, n'apparaît plus. Ce qui est assez étonnant, on en parlera un peu après aussi. Et les deux points, c'est les positions top 3 qui sont systématiques en fait sur la droite ici. Donc dans toutes les recherches en tout cas qu'on a pu faire et qu'on a vu un petit peu sur de la veille, ils sont toujours là, ces petits encarts, on appelle ça les positions top 3. Et après, on voit à l'intérieur, on a différents liens qui vont être intégrés, qui permettent à l'IA de générer du contenu et puis après d'aller cliquer pour générer du trafic après naturel. Pourquoi ça me remet la vidéo? Il y a une fonctionnalité aussi en plus qui est assez sympa, qui s'affiche en bas des résultats, où en fait on va pouvoir poser en fait des questions. Donc on le voit ici, il y a des questions pré-remplies. Là on a cherché quelle est la meilleure agence SEO. Alors c'est assez intéressant en termes de résultats puisque j'ai demandé c'est quoi la meilleure agence SEO en France. Déjà JF ne ressort pas, c'est assez étonnant, mais plus sérieusement, on voit ici que déjà la plupart des agences qui ressortent, personnellement j'en connais une seule, vraiment, et elles ne font pas à mon niveau partie des top agences SEO. Donc se pose aussi la question de la pertinence en fait des résultats, parce que comme vous avez sûrement des agences SEO, vous connaissez un peu l'écosystème. Je vous invite à me dire s'il y en a que vous connaissez très très bien, etc., ou vous considérez comme les agences les plus reconnues en France. Voilà, j'ai eu un peu des doutes là-dessus, mais ça c'est une petite aparté. Et donc on va pouvoir en fait poser des questions et on voit que le fil après de réponses données va s'enchaîner. C'est plutôt bien fait et surtout les prochaines questions qui peuvent arriver, qui sont données automatiquement par l'IA en termes de fil conducteur, sont plutôt bien faites. C'est le constat que moi j'ai fait en cherchant. Voilà. Autre point aussi intéressant, c'est plus au niveau SEO local. Ce qui va un petit peu changer, c'est que il va y avoir une intégration beaucoup plus importante des avis clients dans l'idée en fait d'aller sur de l'ultra personnalisation. Donc qu'est-ce que fait l'IA? En fait, elle va analyser les avis clients issus du My Business. Elle va être capable d'en sortir en fait une synthèse pour mettre en avant les USP, la valeur ajoutée qui est identifiée d'une société. Donc là, on est toujours dans l'idée de agence SEO et ce qu'on voit, c'est que cette agence-là, elle est capable en fait de vous aider à améliorer vos performances SEO et de régler les problèmes techniques. Sur d'autres, on va plutôt mettre en avant des stratégies SEO, ou la capacité d'être transparent, etc. Donc, ça permet un petit peu, si on a des
des critères un peu spécifiques. Je pense que sur d'autres recherches, ça peut être plus parlant. D'avoir une idée des usages, des pain points auxquels, en fait, des produits ou une société va pouvoir répondre. Au niveau transactionnel, donc bien sûr, c'est pas la majorité aussi de l'affichage en termes d'IA. Personnellement, j'en ai quand même vu pas mal, je trouve. Et en e-commerce aussi, il va y avoir une révolution, je pense, assez importante, puisqu'on voit sur la gauche un résultat aujourd'hui classique, puisque je n'ai pas généré en fait une réponse via l'IA. Donc on a toujours du shopping et puis après du SEO, jusque-là, rien de nouveau. Et on voit dès qu'on va générer la réponse par l'IA, il y a plus de SIA, plus de SEO qui apparaît en fait à l'écran. Et là, on est vraiment sur de l'enrichissement produit issu de fiches produits ou du Merchant Center. Donc ça, on en parlera un petit peu après. Et sur la partie pour les commerçants qui sont là, c'est le focus qui va être assez important si on veut être bien référencé, sachant que voilà, là, j'ai cherché des chaussures pour courir à moins de 100 $. Donc, je suis vraiment dans l'idée d'acheter prochainement. Donc, être visible là, si j'utilise l'IA, c'est vraiment déterminant. Les retours d'expérience. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé au début, ce que tu m'avais dit, Gauthier. Les retours qu'on vous donne, bien entendu, sont amenés à évoluer parce qu'on ne sait pas trop comment la SERP et ces résultats-là vont évoluer dans le temps. Google teste forcément pas mal de choses. Peut-être qu'il y a des points qui seront obsolètes demain, dans un mois, dans 2 mois. Et les résultats qu'on va vous donner ici, vraiment en termes de chiffre de graphe, sont issus d'une analyse qui a été faite par Autoritas, qui est hyper bien. Et personnellement, pour avoir passé des heures sur le SERP US, je constate à 1% près vraiment ce qu'on va vous présenter. Encore une fois, ça va forcément en fait évoluer, puisqu'il y a des choses de mon point de vue qui sont pas claires ou pas pertinentes. Donc je pense que ça va bouger. Donc c'est vraiment un point à date. D'où le fait de regarder un peu régulièrement aussi de votre côté. Alors qu'est-ce qu'on constate? 9 fois sur 10, quand vous faites une recherche aujourd'hui aux US, vous allez avoir de la réponse IA qui va s'afficher. S'afficher étant, on l'a vu, pas forcément directement l'encart. À chaque fois, il faut soit cliquer pour générer, cliquer pour en voir plus, mais il y a toujours cette proposition d'utiliser en fait l'IA. Donc c'est quand même assez massif. Dans 65% des cas, on est sur le bouton générer. Donc c'est celui entre guillemets qui a le moins d'impact en termes de visibilité pour de l'ADS ou pour du SEO, puisqu'il est assez peu visible et prend pas forcément de place dans le SERP. Et après, bien sûr, en fonction du comportement que vous allez avoir, je pense qu'il y aura un switch aussi à afficher tel ou tel bouton, puisque le show more fait un teaser. Donc, si vous êtes consommateur des réponses IA, peut-être que vous basculerez un petit peu plus dessus, quoi. Comme vous l'avez vu aussi, il y a pas mal de liens qui sont cliquables, que l'IA va aller chercher en termes de sources pour en fait générer sa réponse. Il y a en moyenne 10 liens à peu près au niveau de la réponse qui est apportée par l'IA. Donc, on a le top 3 qui est vraiment visible, facile à identifier. Et puis après, c'est les petites flèches qu'on peut faire défiler pour avoir les autres liens avec une image, etc. Donc, il faut vraiment en fait cliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 10 liens, il y en a 4. C'est 4 noms de domaines. Donc, il y a 4 liens uniques. Ce qui veut dire en fait que voilà, ça laisse la place à 4 sites pour se positionner sur une réponse qui est générée en fait par l'IA. Et aussi, on voit que ce qui est dans le top 3 en visibilité maximale est quasiment tout le temps repris dans le contenu de la réponse qui est générée. Là où ça commence à piquer un peu et à changer pas mal de choses, et ça va un peu casser la tête à Gauthier dans les prochains mois, c'est qu'on constate que 9 fois sur 10, les liens qui sont générés par l'IA sur une réponse ne sont pas les mêmes que sur le ranking en fait naturel. Ça veut dire quoi? Alors, on voit vraiment l'exemple. Donc, on était toujours, je pense, sur la recherche meilleure agence SEO. C'est le top 3 ici qui est bien visible, qui est affiché par la réponse de l'IA. Et là, on est dans le top 3 classique que vous connaissez tous en termes de SEO. Et ce qu'on voit, c'est que le matching, il est hyper faible, que ce soit en lien ou en nom de domaine. Donc, on a vraiment une grosse différence. Donc, ça veut dire aujourd'hui, alors, plus vous êtes gros, plus vous êtes favorisé. C'est globalement aussi les retours qu'on a vus au niveau des études. Mais un top 3 sur une requête long train ne vous assure pas du tout, si je pose la question faite à l'IA de Google dans le SERP, d'être cité comme source, ranké, visible et que je sois amené à venir sur votre site. C'est voire même totalement l'opposé. Ça, c'est un peu plus inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a 2 approches différentes, en tout cas pour l'instant.
C'est inquiétant, mais ça laisse aussi une opportunité sur des SERP où c'est hyper compliqué d'aller et potentiellement se positionner. Oui, inquiétant, et pour nous, c'est une super opportunité de croissance et d'apprendre à travailler sur ce système-là, quoi. Voilà pour ça. Et après, bien, on l'a vu un petit peu dans les exemples. Premier impact, c'est ce côté différence entre du SEO classique et ce qui est généré par l'IA et la visibilité. Puisque en fait, à partir du moment, alors c'est pas forcément hyper parlant les graphes, mais vous l'avez vu sur les exemples, peu importe le type d'affichage qui est utilisé, du Generate IA ou du show more, à partir du moment où on veut voir la réponse de l'IA, il y a quasiment que ça qui s'affiche à l'écran. Là, on est vraiment focus sur du PC, pas sur du mobile. Et donc du coup, tout ce qui est même SIA, c'est là où moi il y a quand même un truc qui est bizarre. Et SEO est vraiment relayé au second plan, donc donc un top 1 SEO avec la réponse de l'IA, ça risque d'apporter beaucoup moins de visibilité. En plus, bien sûr, du zéro clic qui devrait augmenter, puisque sur la recherche informationnelle, l'IA me donne la réponse, je passe à autre chose et je vais pas après aller naviguer sur les blogs, des articles de blog, etc., comme je peux faire en fait aujourd'hui. Et après, on a essayé en tout cas de faire un petit parallèle avec Bing Chat, qui a été pour le coup déployé partout. On voit aujourd'hui que donc c'est la version IA, le chat GPT en fait, qui est directement accessible sur Bing. Il est majoritairement utilisé pour de la recherche informationnelle, même si l'UX de la page tend à aller vers cette typologie de contenu. Donc ça explique un petit peu aussi. On voit c'est ce qui est en bleu en fait sur le graphe. Et après, est-ce que le parallèle est un peu facile, mais en termes de comportement en fait aujourd'hui, vu qu'on n'a pas la donnée en Europe et en France, tout ce qu'on vous a montré avant, on voit que par rapport aux US, où la donnée d'en haut est beaucoup utilisée, les comportements sont assez similaires. Donc on pourrait extrapoler avec un raccourci assez rapide en se disant que tout ce qu'on voit aux US aujourd'hui et dans le futur qui va évoluer bien entendu, va sensiblement ressembler à ce qu'on aura en France quelques mois, l'année prochaine, on ne sait pas exactement, mais voilà, je ne pense pas qu'il y aura de différence majeure non plus. Et se pose la question de SGE et Google Ads. Moi, je l'ai noté l'incertitude parce que ça m'a assez étonné quand j'ai fait les recherches de voir à quel point le SIA est relayé au second plan aujourd'hui par rapport à l'IA. Je pense que chez Google, ils doivent bien se casser la tête à savoir comment ils vont gérer cette problématique-là, puisque vous savez que c'est une grosse partie de leur revenu. Et en l'état actuel des choses, pour moi, c'est évident que y a des taux de clics qui vont chuter sur les annonces SEA, à la fois parce qu'on va trouver les réponses à l'IA et à la fois aussi parce qu'on a moins de visibilité. On le voit bien qu'elle est quand même pas mal restreinte, notamment sur la partie produit où finalement l'organique sort beaucoup plus. Après, tant mieux, ça va payer un clic. Et on peut s'imaginer qu'une baisse de visibilité va encore amener une hausse des clics, en fait, tout simplement, comme on constate quand même aussi ces dernières années, puisque on est moins visible, on va payer plus cher pour être visible, et c'est l'engrenage. Comment on fait pour se préparer? Et comment on essaye, en tout cas à date, de limiter l'impact? On est parti sur des choses, je dirais, assez simples et sûres, et pas forcément dans la méga extrapolation de se dire il faut vraiment partir sur ces sujets-là parce que c'est tellement touchy et ça va tellement amener à évoluer qu'on est vraiment allé sur les choses qu'on pense les plus fiables et qui, de toute façon, il faut travailler, je dirais, de base et qui vont vraiment aller dans le sens de SGE. Gauthier, je te laisse enchaîner. Oui, en fait, comme disait Sylvain, en plus, à ce niveau-là, au niveau des recommandations qu'on peut vous faire à date, potentiellement, il faudra plus tard les adapter en fonction de la typologie de site, de votre secteur d'activité, où aujourd'hui, en fait, ces axes, on n'a pas du tout le niveau de granularité nécessaire pour vous apporter un niveau de recommandation aussi pertinent. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est 3 points. C'est dans votre stratégie SEO globale, vous devez absolument continuer d'obtenir des backlinks depuis des sites très forte autorité. Vous devez utiliser vos données structurées, notamment sur les fiches produits, et on va le voir, on a une partie dédiée sur la partie comment les mettre en place et comment les générer avec de l'IA. Mais on peut les générer avec de l'IA, mais en fait, on sait qu'elles sont énormément lues et mis en place sur les SERP. Donc, c'est quelque chose que vous devez absolument, si c'est un chantier que vous n'avez pas mis en place sur du e-commerce et des fiches produits, moi, c'est quelque chose que je prioriserai directement sur 2024. Et l'autre point, c'est continuer d'améliorer les contenus afin d'exploiter toutes les SERP features qui pop dans les réponses apportées par l'IA.
Et donc, ça passe par le vocal, ça passe par toutes les images, des vidéos, et donc c'est enrichir vos contenus. Et j'ajouterai un autre point qu'on aurait peut-être pu rajouter, c'est dans vos contenus, n'hésitez pas à créer de plus en plus de contenus sur des sujets qui vous paraissent longue traîne, de niche, où justement les bots vont pousser dans l'IA en fait des réponses vraiment dédiées à des questions de niche. Donc ça, c'est les 3-4 points qu'on peut évoquer à date, mais comme l'a dit Sylvain, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps, obligatoirement. Ok, merci. Tu as spoilé un peu la suite. Sur la partie contenu, nous, on s'est noté 4 points sur lesquels on va pouvoir avancer dès maintenant en fait avec nos clients, ou de continuer en fait à avancer, parce qu'en fait c'est pas des révolutions, c'est pas des choses qu'on faisait pas du tout. Le premier, ça rejoint un peu ce qu'a dit Gauthier, c'est de continuer à travailler vos personas. En fait, c'est avoir une vision qui va être moins Google. Je fais du SEO, du contenu pour Google. Je fais du contenu pour mes clients, pour en fait leur donner envie d'acheter mes produits, pour répondre à des problèmes, pour répondre à leurs besoins, pour répondre à des usages aussi spécifiques que je vais mettre en avant, puisque c'est ce qui va être aussi énormément utilisé par l'IA, où c'est vraiment là-dessus qu'elle va beaucoup plus se focus en termes de questions longue traîne, donc ça va avoir du sens. Et après, même si de toute façon c'est quelque chose qui arrive et qui est obligatoire, un super tracking server-side, collecter un max de données, c'est aussi un moyen d'aller mieux travailler ces personas, c'est évident, quoi. Pour la suite, pardon, je lisais les questions à côté. Je pense qu'il va falloir aussi revoir un petit peu sa stratégie selon le tunnel en fait de conversion. Ce qu'on constate, c'est que comme SGE est majoritairement présent sur la requête informationnelle, donc du top au niveau du funnel, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra un peu moins travailler, ou en tout cas travailler différemment avec le côté justement long traîne, et plutôt se concentrer sur du middle en fait en termes de contenu. Donc vraiment quand on commence à avoir des premières intentions, donc là on a des exemples de télécharger des livres blancs, des études de cas, etc., du contenu qui va être associé, plus sur la comparaison, un début en fait de transaction en termes d'intention. Et après on garde le focus hit bien sûr qui est essentiel et qui rejoint le côté travailler les personas et l'autorité, puisque ça va compter aussi, à mon avis, au niveau de l'IA, sur les choix qu'elle va faire sur le sourcing, en fait, pour proposer, en fait, une réponse. En parallèle, c'est travailler la longue traîne. Je pense que tu l'as un petit peu bien expliqué, pardon, Gauthier. Avec SGE, en fait, la longue traîne va être énormément favorisée, puisqu'on va poser des questions qui vont être assez précises. Les réponses vont être aussi le plus précises possible par rapport à la question. C'est l'idée de l'ultra-personnalisation. Il va sûrement y avoir encore un pic d'utilisation au niveau de la recherche vocale, puisque là-dessus, l'IA va bien s'y prêter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment travailler. Et pour la partie e-commerce, c'est les fiches produits, puisqu'on l'a vu, en fait, la partie produit va être énormément mise en avant de deux façons, soit à partir de votre flux Merchant Center, qui de toute façon va permettre aussi au niveau ads, shopping, performance max d'être plus performant. Et au niveau des fiches produits, c'est d'aller plus loin aussi dans la personnalisation. Et on en revient à l'idée, quand vous poussez un produit, de bien expliquer quel problème il va permettre de résoudre, à quel besoin il répond, et aussi c'est quoi les usages majeurs du produit ou les bénéfices majeurs du produit, puisque c'est ce qu'on va chercher. Alors, on avait l'exemple tout bête de je cherche des chaussures de running à moins de 100 €, mais je peux chercher des chaussures de running par rapport au type de distance que je souhaite, par rapport aux problèmes que je peux avoir au niveau de mes talons, de mes genoux, machin, etc. Et donc, c'est ce côté usage, en fait, qui va être aussi favorisé par l'IA, qu'on pourra mettre en avant dans les fiches produits. Et c'est comme ça que ça va se ressortir, puisque ce qu'on voit globalement, c'est que quand je cherche un produit et que je génère une réponse de l'IA, entre ce que propose Google Shopping, donc la partie payante, et l'IA, il y a quand même, je l'ai trouvé, et puis c'est ce que j'ai vu aussi en faisant de la veille, et les exemples qui ont été donnés, une pertinence qui est beaucoup plus poussée. Quand je cherche quelque chose d'assez spécifique, on va dire, ou quand je traduis cet usage, l'IA, franchement, répond vraiment mieux que du payant, en fait. Je vois qu'il y a déjà des questions. Je crois qu'on arrive. Je vais finir ça et puis après, je vais prendre un petit peu les deux questions que je vois. Sur la partie netlinking, tu complètes si tu as besoin, mais c'est assez simple. C'est simplement revoir les typologies de contenu qu'on va pousser si on veut favoriser
la visibilité au niveau de l'IA générative. Je pense que ça, on peut le faire un petit peu plus tard aussi, on ayant un petit peu plus de certitude, mais justement se renforcer sur ces contenus en fait middle, se renforcer sur les fiches produits ou tout ce qui va être plutôt contenu transactionnel, puisque là l'IA est quand même beaucoup moins présente, même si on la voit quand même. Et aussi sur la partie justement tout ce qui va être serve feature, données structurées, qui vont être énormément utilisées en fait par l'IA comme Gauthier l'a dit. Donc ça va être un moyen de donner plus d'autorité en fait à la page et en plus avec un bon contenu et bien balisé, de favoriser sa visibilité. Ça reste de toute façon des choses qu'il faut faire de base. Donc voilà, on est plutôt dans revoir un petit peu les choses que tout révolutionner, en tout cas pour l'instant. On va passer vraiment à la partie SEO. Alors j'ai 2 questions. Aline, est-ce que les dispositions de la loi DMA ne vont pas différencier l'expérience SGES de l'expérience SGE Europe? C'est une très bonne question. Pas possible. C'est pas possible sur la partie locale. C'est sûr que ça va rabattre les cartes sur la partie locale. Après, encore une fois, la loi DMA elle risque là, donc on parle de ça sur mars. Le temps que potentiellement que ça se mette en place, et si ça se met en place tout de suite sur la partie Europe, ou encore c'est pas du tout fait. C'est pareil que les SGE, en fait, là-dessus, on est plein d'incertitudes. Mais après, sur la partie DMA, en termes de recommandations à SEO, on a d'autres éléments, et c'est pas forcément en lien avec SGE. C'est des recommandations pour moi qui sont complètement différentes. Mais par contre, pour répondre, oui, ça va complètement rabattre les cartes sur la partie locale. Et après, il y a une autre question de Nada qui demande qu'en est-il des sociétés en B2B qui ont besoin de lead gen? Parce que on a fait des focus fiches produits e-commerce, ça va être quoi le parallèle au niveau lead gen? Pour moi, en fait, c'est au même titre qu'on a parlé d'e-commerce et de fiches produits et de long trend. En fait, pour moi, c'est aller pousser l'analyse sur du lead gen, c'est l'analyse du persona à son paroxysme et d'avoir un niveau de granularité vraiment hyper poussé pour aller comprendre l'ensemble des problématiques et surtout créer du contenu sur l'ensemble de ces problématiques pour avoir une chance ensuite de se positionner sur ces SERP-là. Mais en fait, pour moi, c'est la même chose. Alors, je te rejoins sur le contenu. De toute façon, c'est les mêmes principes. Persona, entraîne, typologie de contenu, ça change pas. Il y a d'un point de vue local aussi, on l'a vu. Je pense que même si aujourd'hui, c'est quand même bien, on le fait tous, mais les avis clients vont énormément compter. Je pense que la volumétrie des avis clients vont aider au niveau local à mieux se référencer dans la recherche de l'IA, puisque comme on l'a vu, il favorise un certain nombre d'avis, c'était une 50aine, parce que ça lui permet de générer une réponse personnalisée selon qu'est-ce que Nada t'apporte pour ta cible B2B, c'est quoi les points forts de ton entreprise que tes clients mettent en avant. Donc ça, forcément derrière, il faut de la data pour que l'IA l'exploite. Et je pense que si elle n'en a pas suffisamment, ou si les avis sont pas assez enrichis, structurés, elle va pas pouvoir en fait te pousser tout simplement dans les résultats. Donc c'est un des points, je pense, qu'il va falloir bosser. Et puis de toute façon, c'est pareil, c'est au global, ça va servir aussi. Nada, je rajoute juste un point. Sachant qu'on risque de perdre un niveau de CTR plus ou moins important, aujourd'hui c'est compliqué de mesurer les impacts. L'idée, je pense, c'est de se dire, on va perdre du CTR, on va perdre du clic, donc autant aller se positionner sur des requêtes qui aujourd'hui, on n'a pas forcément pensé, et élargir un peu son champ sémantique pour aller créer du contenu et pour aller combler cette perte de CTR sur nos contenus actuels, en fait. Donc je pense que la création de contenu pur, l'amélioration, c'est un point, mais la création va être un axe clé dans les prochaines stratégies SEO. Ouais, notamment si on est très dépendant d'un blog, en termes de génération de leads, c'est là où il y aura peut-être le plus d'impact sur le trafic SEO versus si on est plutôt sur du plus transactionnel, par exemple. Donc, ça dépend des cas, quoi. Mais baisse de CTR, il y en aura une, ça c'est plus qu'évident. Je vois pas comment on peut passer à côté, quoi. Deuxième partie. Allez, à toi. Deuxième partie, il est 11h30. On a encore 2 parties à voir, on va essayer d'aller assez vite. Dans cette partie, je vais vous présenter un petit peu les résultats de la R&D sur la partie utilisation de l'IA en SEO chez JVWeb. Donc, chez nous, on utilise l'IA pour 2 grandes parties. On l'aide comme un assistant pour définir la stratégie. Donc, on peut analyser des concurrents, on peut définir des personas, on peut analyser des SERP, on peut définir des keywords prioritaires, même si on a plein d'autres outils pour ça.
Et pour tout ça, on le faisait déjà avant, mais l'IA peut être un outil comme un autre. Là où on va faire un vrai focus, par contre, c'est sur la partie opérationnelle. Pourquoi ? Parce on va le voir après sur les gains. Mais l'opérationnel a vraiment, je pense, révolutionné nos pratiques sur la création de contenu, l'optimisation du netlinking dans la création des campagnes et de la strat, et à travers générer des balises, c'est surtout développer les données structurées, où avec l'IA aujourd'hui, c'est hyper simple de faire ça et on va vous montrer comment. Première partie sur le contenu, mais avant ça, les gains, il me semble. Oui. Donc, nous, ce qu'on observe, et c'est les chiffres de nos, là, des tests de un an et demi de tests, c'est en termes de temps, la production d'un contenu, c'est divisé par 4, le coût divisé lui par 3, et potentiellement un point qui va être sujet à débat, c'est le gain de qualité. Nous, on estime que si on arrive à parler correctement à une intelligence artificielle, on améliore la qualité de nos contenus. Et après, ça peut aussi se retrouver dans des scripts, dans les données structurées que vous allez voir après. C'est ce qu'on observe. On observe un gain de qualité parce qu'en soi, il y a plein d'éléments. Enfin, il y a beaucoup moins de fautes en fait, que ce soit des fautes d'orthographe pour la partie contenu, des fautes en termes de maillage interne. Alors que quand c'est fait par un humain et potentiellement mal checké, il peut y avoir plus de fautes. Ouais, donc, on parle de qualité, pas forcément de créativité. Pas de créativité, non. Qualité, vraiment. Okay. Qualité sur la pièce finale. Créativité, après, ça dépend. L'IA est meilleur que moi en termes de créa. Hein. Ça, on t'es pas non plus. Je plaisante. Mais en termes de qualité sur produit fini, nous, ce qu'on observe, c'est vraiment une amélioration de nos contenus là-dessus. Ensuite. Ah oui, pardon. Transition. Je l'avais pas. Deux points hyper importants pour réussir avec l'intelligence artificielle. Le premier, c'est le setup, c'est la configuration. Faut que vous puissiez maîtriser et faire évoluer vos prompts en temps réel. Vous allez être tout le temps en mode test and learn. Pourquoi ? Premièrement, parce que vous n'avez pas le choix. Vous avez des outils qui sortent. Vous avez des prompts qui évoluent. Vous avez plein de gens qui font plein de R&D. Donc, il y a plein de choses qui arrivent dans vos recherches. Et vous êtes obligé de faire évoluer vos pratiques. Donc, nous, par exemple, sur nos contenus, après, on vous montre un exemple de prompt. On vous montre pas tout, mais juste un exemple. Mais à la base, on avait des prompts qui faisaient 2 lignes. Aujourd'hui, nos prompts, ils font, je sais pas, une demi-page ou une page complète, juste pour rédiger un contenu, en fait, avec des choses automatisées, etc. Mais c'est pour vous expliquer que vos prompts doivent absolument évoluer. Si vous ne faites pas évoluer vos prompts, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un gain de qualité à aller chercher que vous ne faites pas. Dans vos prompts, ce que vous devez absolument donner, c'est vos best practices à vous, vos enseignements sur vos prompts précédents, mais aussi sur toute votre historique. Nous, chez JVweb, on travaille avec des standards en SEO et sur l'ensemble de nos leviers. On donne directement nos best practices pour que l'IA nous génère de bonnes pièces et à la qualité attendue. Évidemment, un autre point aussi qui est hyper important, il y a plein d'outils différents. J'ai des partis pris, mais on n'est pas là pour faire un débat sur quel est le meilleur outil. Il y en a plein des débats comme ça. Ce qui est hyper important, par contre, c'est d'adapter la forme de vos prompts à l'outil. On vous a donné 3 exemples. On sait que sur ChatGPT, nous, il faut des consignes courtes via des bullet points. Et quand vous lui donnez un nombre de mots à rédiger, ça ne marche pas beaucoup. Il faut lui parler en token. C'est des choses qu'on a découvertes petit à petit. C'est une liste d'enseignements qu'on a fait, en fait. C'est comme ça qu'on configure des bons prompts. Et le deuxième point, c'est le contrôle. L'objectif, c'est pas de faire l'IA une solution, faire des outils IA une solution infaillible sur lesquels vous pouvez baser toute votre stratégie SEO ou d'autres stratégies market. L'idée, c'est de faire de l'IA un assistant de vos compétences à vous, et surtout pas l'inverse. C'est ce qu'on appelle un modèle hybride. C'est pour ça que sur les contenus, il faut toujours effectuer une relecture humaine. Nous, pour avoir des contenus qualitatifs à la fin, il y a toujours une relecture humaine qui est effectuée.
Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de dérives là-dessus. Et il faut pas oublier que c'est un assistant, surtout maintenant où vous pouvez créer vos propres bots, etc. L'IA a vraiment le sens de c'est mon assistant et c'est moi qui le maîtrise et pas l'inverse. Et c'est moi qui dois lui dire telle consigne ou telle consigne pour qu'il le respecte. Et c'est pour tous les outils, ça, par contre. Peu importe. Donc, si vous vous rappelez bien, sur la partie opérationnelle, on avait 3 points. On avait la partie contenu, netlinking et technique avec un focus juste sur les données structurées. Sur la partie contenu, on va vous présenter. Ouais, j'ai fait un petit sondage avant. Ah, pardon. Je l'envoie. Hop, publier. J'aimerais savoir, en fait, dans ceux qui sont présents aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà produit et intégré du contenu sur votre site grâce à l'IA? Alors, en partie aidé à 100%. C'est vous qui jugez, mais déjà voir un petit peu si on a des adeptes ou pas. Ça répond. On était à 100% et ça baisse. Je sais pas si on voit en live du coup. Je vais le laisser un petit peu. Je laisse un petit peu tourner, mais on peut continuer à dérouler, Gauthier. Ok, je vais faire cette slide et. Ah, ouais. On se rapproche d'un 50-50, hein. Ouais, c'est assez. C'est pas mal, même un petit peu plus 60. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'adeptes. C'est bien. Ok. Donc sur la partie contenu, on vous donne une partie de nos enseignements. On ne peut pas tout vous donner, mais voici une partie des enseignements qu'on a effectués pour rédiger un prompt qui vous permettent de faire ranker des contenus. On a 5-6 points qu'on veut vous présenter. La première variable qu'il faut indiquer à l'outil, c'est quel positionnement le rédacteur il a. Est-ce qu'il est spécialisé dans tel domaine? Pourquoi il fait ça? Qui il est? Et vraiment le personnaliser à 100% pour le contenu que vous voulez créer. Donc évidemment, d'un contenu à un autre, vous allez potentiellement faire des petites modifications. Nous, en tant qu'agence, on est obligé de personnaliser ce rédacteur pour l'ensemble de nos clients. On n'a jamais le même type de rédacteur. L'autre point hyper important, c'est la présentation de la marque. Qui vous êtes, votre positionnement, votre ciblage, qu'est-ce que vous recherchez à travers votre marque, présentation du produit, donc ce que vous voulez mettre en avant, avec toutes les caractéristiques possibles. Plus vous allez donner d'infos, mieux ce sera. Le nombre de mots, évidemment, sinon là, vous allez avoir. Alors nous, on a eu les deux. En fonction des sujets, l'outil peut s'emballer très fortement à envoyer des pavés et des pavés qui n'ont aucun sens. Ou alors, vous envoyez un premier paragraphe et s'arrêtez là. Ça aussi, ça évolue beaucoup avec les outils et les différentes versions. Si vous testez un ChatGPT 3.5 avec un 4, ça n'a rien à voir, par exemple. Lui donner l'objectif principal du contenu. Est-ce que vous voulez donner des informations à des utilisateurs? Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez rassurer des lecteurs? Je ne sais pas, il y a plein d'autres objectifs. En tout cas, il faut que ce soit clair pour l'outil. Il faut que, normalement, votre objectif principal et l'intention de recherche derrière le mot-clé soient cohérents. Si vous voulez vendre, mais la requête est une requête purement informationnelle, déjà, vous allez avoir du mal à vous positionner. Donc ça, c'est plus une best practice SEO qu'une best practice rédiger du contenu avec de l'IA. Mais il faut aussi lui donner l'intention de recherche, ça l'aidera. Et lui donner des consignes de rédaction sur la marque et la structure du contenu. La structure du contenu, c'est le nombre de paragraphes que vous voulez, les informations que vous voulez voir à l'intérieur. Et les consignes de rédaction de la marque sont hyper importantes. C'est le ton que vous voulez employer, donc que vous avez l'habitude d'employer dans vos contenus. Quoi d'autre? Quelle est l'utilité par rapport à la marque? Donc c'est globalement, à chaque fois que vous rédigez du contenu, normalement, chaque annonceur, vous avez une liste de consignes que vous voulez, que vous donnez à des rédacteurs ou que vous donnez même à des rédacteurs en interne. C'est ces consignes-là qu'il faut donner en brut aux outils. Autre point. Ah, on répond aux questions, pardon. Comme tu veux, on peut faire un peu plus tard si tu veux dérouler. Hein. Non, on peut répondre aux questions. Non, on répond au sondage ou pas?
Alors, le sondage, je l'ai clôturé, on est à 60, alors 60-39, il n'est pas très bon ce sondage, mais 60-40, 60% utilisent en effet l'IA pour la rédaction de contenu. Donc, c'est pas mal, je m'attendais un petit peu moins quand même, plutôt à l'inverse, tu vois, en 40-60, mais donc tant mieux. Arnaud, je prends le point de ta question. Oui, quand j'évoque le nombre de mots, c'est le nombre de tokens, hein. Tu as raison. C'est ça. Si on parle, là, il faut évoquer le nombre de tokens. Arnaud, après, ce qui est possible, rigole pas. Hein. Je vois, les gens suivent. Et en vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le nombre de tokens et on donne la variation en nombre de mots aussi. Comme ça, on appuie bien dessus, quoi. Et Rémi demande c'est quoi les tokens justement, ou en tout cas c'est quoi à la place des mots. J'ai pas la règle, c'est une règle de 3, je me rappelle plus. Si vous arrivez à figer sur le prompt qu'on vous a mis, vous allez pouvoir faire la règle de 3. Oui, parce qu'un mot n'est pas égal à un token, oui, ok. Non, un mot, oui, pardon, c'est ce que je voulais dire. Un mot n'est pas égal à un token, c'est 1, ou 2 ou 2, je sais plus. Je crois que c'est 1,3. Je crois que après ça dépend des langues aussi. Espagnol, c'est plus. Je sais plus. Je connais pas par cœur non plus. Allez, on enchaîne. Là, c'est juste un exemple de contenu. Parce qu'on peut avoir en fait on a pas mal de freins, nous, dans la production sur justement sur la qualité et sur l'intégration ensuite sur site. En fait, au même titre que vous rédigez avec un rédacteur humain ou de l'IA, en fait, vous allez toujours avoir une relecture et une mise en page qui soit propre pour vos contenus. Donc, pour moi, ça change strictement rien. Et vous pouvez très bien avoir un contenu top et très bien fait avec de l'IA, quoi. C'est pas ça le sujet. On a mis 2 études de cas. Un client e-commerce dans l'ameublement. Ici, le projet, c'était de créer, je m'excuse, de créer des contenus via IA, tout simplement pour gagner un gain de temps et gain budgétaire. Donc, il y avait un besoin de temps en termes de performance rapide. Et donc, on observe, c'est un trafic qui a été multiplié par 2,5 en 4 mois après l'intégration des premières pages de contenu sur leur thématique principale, en fait. Attention, l'implémentation des 35 pages s'est fait en fil rouge. Là où vous voyez la zone 1, donc on était début septembre, enfin la première quinzaine de septembre, c'est l'intégration des premiers contenus. Et donc, et ça, c'est uniquement des contenus via IA. Ensuite, sur le deuxième exemple, on a d'autres KPI. On est sur 30 contenus. Cette fois-ci, on est sur un client qui fait du lead et de la formation, donc de la formation. Et là, sur les 3 derniers mois VS l'année dernière, on a plus 123% de clics en plus uniquement sur du contenu IA. Et en termes de contenu, on est uniquement sur 30 contenus. À côté de ça, sur ces 2 clients-là, il n'y a pas eu de netlinking. Il y a eu quelques optimisations techniques et évidemment des optimisations de maillage interne et structurelles de la part des contenus, mais ça, c'est normal. Ça veut dire qu'on n'a pas juste implémenté les contenus bêtement. Et donc, sur les 2, on a des résultats qui sont assez différents. Par contre, sur les 2, sont en hyper croissance, juste avec des contenus IA. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que ça marche sur du e-commerce, sur du lead, et là, on est sur un sujet lead hyper niche. Voilà pour le cas client. Bon, à savoir que c'est des accompagnements et des prestations chez nous au niveau global. Donc, j'imagine que le 123, il n'est pas juste on a balancé des contenus IA et ça a fonctionné. Hein. C'est ce que quelque chose autour. En fait, c'est ce que je disais. Je dis juste. En fait, là, ce qui est important juste à noter, c'est qu'il n'y a pas de netlinking dessus. Parce qu'évidemment, si on fait des backlinks dessus, on triche un petit peu, ça biaise l'analyse. Là, c'est pas le cas. C'est uniquement du contenu IA. Parfait. Donc, nos enseignements pour réussir des contenus SEO. On récap un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. On aide l'outil en lui expliquant son rôle. Donc ça, c'est la personnalisation du rédacteur. Donner à l'outil l'ensemble des best practices. Donner à l'outil l'ensemble des consignes de rédaction, comme si l'outil c'était un humain. Apporter des consignes sous forme de phrases courtes ou bullet points. Si l'outil fait mal quelque chose, stopper la création
Et dites-lui directement, ça, il faut pas faire ça, etc. Vraiment lui donner des ordres comme ça. Donc nous, ce qu'on fait, un petit tips aussi, on fait rédiger dans nos prompts, on lui demande de rédiger le premier paragraphe, on fait une relecture. Si ça nous va, on lui dit go. Si ça ne va pas, on fait les correctifs. Travailler en petit lot. Ouais, parce que sinon on se retrouvait à relire des trucs et ça allait pas. Donc on a dû changer la pratique. Et développer, ça c'est un peu une next step qu'on vous a pas forcément présenté avant, c'est développer les contenus en intégrant des images. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui vous génèrent des images IA. Profitez de ces outils pour améliorer vos contenus, pour pousser des ressources autres que du texte, mais aussi des images. Ce qu'il faut absolument pas faire, on vous l'a dit, l'IA est un assistant et ne doit pas être la base de votre stratégie. Si vous faites pas de relecture, il y aura toujours des coquilles, il y aura toujours des problèmes. Mais pareil avec un humain, en fait. Aujourd'hui, je connais pas un annonceur qui relie pas en interne un petit peu ses contenus. Ça n'existe pas. Ne pas adapter vos prompts à chaque contenu et ne pas mettre à jour vos prompts après chaque amélioration. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des prompts qui vont être obsolètes, qui vont vous donner des résultats qui seront plus intéressants. Et donc, vous n'allez pas améliorer vos pratiques et vous allez prendre du retard. Et la qualité. Et par contre, à ce moment-là, vous allez perdre en qualité. Voilà pour la partie contenu. Netlinking. Sur la partie netlinking, on a 3 points qui va nous permettre de développer la stratégie. Le 3e point, on ne va pas forcément en parler parce qu'en fait, ça va reprendre les best practices qu'on a évoquées dans le contenu. Il y a juste potentiellement un point que je peux évoquer maintenant déjà sur la partie générer des contenus spécifiques. Vous savez, quand vous faites des campagnes de netlinking, vous rédigez du contenu et vous le fournissez à des médias pour qu'ils publient sur leur site avec votre lien. Souvent, ce que vous faites, c'est que vous allez avoir besoin de liens de liens de très forte autorité, et parfois vous n'avez pas la connaissance de quel lien diffuser. Dans ces cas-là, vous pouvez demander à ChatGPT, pareil en contextualisant votre demande, d'obtenir des liens ou des études hyper précises pour pouvoir les pousser dans vos contenus. Mais sinon, le reste, c'est la même. Vous prenez les best practices que je vous ai évoquées juste avant. Donc, on va faire un focus sur les encres. Ceux qui créent des stratégies netlinking, je pense que générer des encres à la volée, si vous avez tous les mois, c'est une 50aine de liens à faire, ça peut devenir très chronophage, très long, et avec une plus-value une plus-value. Disons que le geste en lui-même est hyper simple, la valeur ajoutée est importante parce que si vous foirez vos encres, votre stratégie, elle n'est pas bonne. Mais par contre, c'est hyper chronophage. Donc en fait, vous avez vraiment la possibilité aussi de faire ça avec un outil IA, en lui donnant des infos clés comme le contexte, le mot-clé, l'URL que vous ciblez, le nombre de campagnes. Sinon, avec le nombre de campagnes, vous avez le nombre d'encres. Et la répartition souhaitée. C'est la clé aujourd'hui dans une stratégie de netlinking, c'est votre répartition d'encres. Vous allez lui dire, moi je veux 10% d'exact, 30% de générique, 10% d'URL, du semi-exact. En lui donnant ça, en fait, vous allez obtenir un tableau avec le type d'encre, les encres, et comme ça, vous allez pouvoir appliquer pour votre stratégie mois par mois. Si vous pouvez même développer votre stratégie annuelle comme ça. Le problème, c'est que si vous faites votre stratégie annuelle comme ça, il va falloir sûrement la retravailler parce qu'il y a toujours des changements au courant des mois. Les points de vigilance, donnez-lui une définition de qu'est-ce que vous entendez par encre exacte ou générique. Alors, de plus en plus, les tools sont intelligents et arrivent quand même à sortir des éléments. Mais des fois, par exemple, si vous lui demandez du semi-exact, il peut placer de la marque dedans. Voilà. Donc, c'est important quand même de lui donner des bonnes définitions. Mais en fait, c'est la même chose quand vous lui parlez de contenu. C'est pareil, quand vous lui donnez des consignes, là, il faut lui donner des consignes aussi bien claires. Intégrer le nom de la marque et intégrer le format attendu. Si vous voulez un tableau, faites un tableau. Le tableau, c'est plus simple. Donc ça, c'est pour générer des encres. Et ça, vous allez réussir à faire ça. Pour chaque URL, ça prend 5 minutes une fois que vous avez fait un prompt. Et rédiger un prompt solide là-dessus, ça prend 30 à 45 minutes, même pas, je pense. Avec ce qu'on vient de vous donner, en plus, ça ira beaucoup plus vite. Utiliser un prompt, ensuite, pour générer des idées de contenu.
Donc ça, c'est différent de générer du contenu. C'est beaucoup plus simple parce que là, vous avez besoin d'idées pour pouvoir créer du contenu pour vos campagnes. Donc ça, c'est pareil. Vous allez donner du contexte, mots-clés cibles, URL cible, le nombre de campagnes, et à chaque fois, lui donner une définition d'une bonne idée de contenu et faire matcher les idées de contenu avec les encres précédemment trouvées. Sinon, il va y avoir une disparité entre les idées de contenu et les encres, et ça va poser problème. Donc en fait, si vous comprenez bien, et si je suis assez clair, on va dire ça comme ça, vous allez avoir un tableau complet, mois par mois, de vos URL, le type d'encre, l'encre, l'idée de contenu, et ça va vous permettre un suivi de votre stratégie netlinking hyper rapide à faire. Donc un gain de temps extraordinaire. Voilà sur la partie netlinking. Et on termine par la technique. Il est 51, je vais faire rapide. Pardon. Sylvain évoquait tout à l'heure l'importance des fiches produits dans votre stratégie, surtout pour anticiper la partie SGE. C'est aujourd'hui, les outils IA sont hyper forts pour vous générer des scripts, pour plein d'outils, de scripts que vous avez besoin. Ça peut vous aider sur des plateformes, ça peut vous aider dans vos data studios, ça peut vous aider sur Google Tag Manager, ça peut vous créer plein de scripts, et notamment sur la partie données structurées. Sur la partie données structurées, ce qui est important, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais Google va venir piocher dans une librairie officielle qui s'appelle schema.org. Cette librairie officielle évolue tout le temps. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est en utilisant un plugin comme Linkreader, ou il y en a plein d'autres, qui va permettre aux outils, notamment à ChatGPT, de lire des pages web, c'est de lui dire, base-toi en fait sur cette documentation officielle qui est schema.org, base-toi sur l'ensemble des datas que tu peux faire remonter pour cette typologie de page, et ensuite lui donner l'URL et de lui dire, crée-moi des données structurées par rapport à ça. Ça, sur les fiches produits, ça peut être vraiment game changer, c'est ce que j'évoquais en début de webinaire. Je pense que c'est un sujet que vous pourrez passer en priorité sur 2024. Tous les e-commerçants devraient faire ça. Parce qu'en plus de ça, il y a plein de nouveautés. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais là, c'est notamment aux US, vous pouvez faire afficher les coupons de réduction directement dans les résultats de recherche. Ça passe par les données structurées. Il y a plein d'éléments comme ça que vous allez pouvoir générer des scripts et ensuite les faire automatiser pour l'ensemble de vos PDP. Ouais. Je crois pas que j'ai fait il y a un focus dans la vidéo, mais c'est pas très clair sur les produits. Après, quand il y a l'affichage derrière, il y a tout un tas de données en fait qui sont issues des données structurées, qui sont reprises dans l'IA au niveau de la fiche, qui met en avant les marchands, etc. Tous les typologies de filtres, etc. Donc c'est certain que c'est ce qui va permettre en fait de ranker, je pense, sur le résultat IA, parce que plus les données sont simples à l'IA, plus elle va aller les chercher. Plus elle en a un maximum, plus elle arrive à avoir une fiche produit qui est ultra personnalisée pour l'utilisateur. Donc, je pense que c'est, comme tu dis, game changer. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Est-ce qu'on petite réponse question ou pas? Je te propose j'ai vu Geoffrey, Rémi, Mickaël les questions. On finalise. Je peux répondre dans le chat sinon. Si tu veux, après on peut le faire à la fin, prendre un peu de temps pour ceux qui restent. On a encore pas mal de monde. Pardon. On a vu la partie SEO et je vais vous faire la partie SIA. Comment, en tout cas chez JVWeb, et aussi ce qui va arriver côté Google dans les prochains mois, on utilise aussi IA pour piloter et optimiser les campagnes SIA. On a fait un focus sur trois parties. La partie flux produit, donc rien de nouveau ou fait au hasard. On l'a vu, les fiches produits sont hyper importantes. Le Merchant Center est énormément utilisé. Il y a toute la partie organique du Merchant Center en fait qui remonte au niveau IA. C'est pas forcément hyper connu, mais Google en fait a sorti un tool qui s'appelle Feedgen, qui est accessible en fait directement sur GitHub, que vous pouvez utiliser, qui utilise en fait l'IA pour améliorer la qualité en fait de vos fiches produits. Donc optimiser des descriptions, optimiser des tics, mieux personnaliser certains champs ou remplir des champs qui sont manquants.
l'IA va être capable de le faire à partir en fait de la donnée globale qu'elle va avoir pour remplir en fait les données, puisque bon, il y a la partie données requises en fait, mais après on peut aller plus loin. Et encore une fois, plus on va enrichir ces données-là, plus ça sera simple pour l'IA d'être certain de pousser en fait le bon produit parce qu'il a une info assez précise. Donc clairement dans l'exemple, hein, les chaussures elles sont noires, c'est pas précisé. C'est clair que si je demande à l'IA de me trouver des chaussures de running noires, c'est pas celle-là qui va aller chercher en fait en priorité. Hein. Ça c'est la version simple et après ça peut se complexifier. Et chez JV Web, nous on le fait directement via ChatGPT. On est capable d'enrichir des flux, parfois même qui peuvent être bloqués, qui diffusent pas parce qu'il manque énormément d'informations. On l'a fait par exemple pour Valège, un acteur dans l'e-commerce dans la lingerie. Et forcément, les performances se sont nettement améliorées puisque le flux a été enrichi. Et l'idée, c'est via en fait un script qui a été on l'a construit en fait avec ChatGPT Parton et des prompts en fait dédiés derrière, on a été capable en fait d'enrichir en termes de tranche d'âge, de couleurs, de taille, etc. les données, puisque par exemple pour les couleurs, il y avait des couleurs spécifiques qui étaient hors catégorie, et c'est directement ChatGPT qui a fait un petit peu une table matrice et qui enrichit tout ça avec les couleurs qui sont prédéfinies en fait côté exigence de Google. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite aussi à utiliser parce que le gain de temps est assez énorme, sachant qu'il y a un tool qui s'appelle Merchant Excellence aussi, qui est encore en bêta, mais qui va être, je pense, bientôt accessible, qui donne énormément d'infos pour optimiser son flux. Là où ça pose problème, ça permettra d'agir et on peut utiliser l'IA pour le faire, pour aller vite et faire bien. Le deuxième point, c'est un peu comme la partie contenu SEO, mais là, c'est au niveau des annonces. Ce qui arrive prochainement, c'est les IA-Powered Ads. C'est quoi? C'est la génération d'annonces sur Performance Max grâce à l'IA. Donc, on va pouvoir en fait directement utiliser des prompts dans Google Ads pour que Google nous aide ou crée à 100%, il y aura des options, les annonces en fait qui vont diffuser. Donc ça, c'est pareil, c'est encore en bêta, mais ça va arriver. Et c'est quelque chose, nous, qu'on a déjà fait, que vous pouvez faire en fait avec ChatGPT. Alors, la particularité, c'est que nous, on a développé un script qui permet d'identifier facilement tous les assets qui sont en qualité faible. Ça se fait à la main aussi. Hein. Il faut juste rentrer dans toutes vos campagnes, dans tous vos assets et aller identifier ceux qui ne fonctionnent pas. On a semi-automatisé cette partie puisque le script va identifier, comme on le voit à l'écran, les assets en fait qui sont faibles. Donc le gain de temps est assez qui est non négligeable, hein, même sur un seul client. Et ensuite, on va via un prompt qui est dédié par client, hein, sur le même principe que Gauthier peut faire sur la rédaction en fait de contenu, demander à l'IA de nous générer des variantes de ces accroches qui ne fonctionnent pas, ce qui permet de garder éventuellement la même accroche ou de tester en fait d'autres choses. Et pareil, le gain de temps il est assez important et très régulièrement, ça nous permet d'alimenter en fait les algos, de faire des A/B tests et de travailler sur l'efficacité le plus vite possible parce que plus on attend, plus on dépense de l'argent pour rien ou on perd en visibilité. Et le dernier point, c'est la partie sur les images. On a vu plutôt la partie textuelle. À savoir aussi qu'il y a un autre produit Google qui va être intégré, qui est le Product Studio, qui va permettre en fait de générer en fait des images à l'aide de l'IA, soit de manière, comme c'est le cas déjà aujourd'hui et qu'on peut trouver avec plein d'autres acteurs, à 100% via des prompts, soit par exemple, comme on voit là l'exemple, on part d'une image d'une fiche produit qui va être capable de contextualiser, d'améliorer, etc. C'est aussi des tests qu'on a commencé à faire. Et ce que nous, on fait chez JV Web, c'est sur la partie audit. On utilise l'IA pour auditer en fait les créas de nos clients. Et pareil, aller plus vite via un prompt qui est ultra efficace sur l'analyse, sur les recommandations. Là, on voit un exemple chez Orchestra. C'est plutôt bien fait. C'est toujours pareil, hein, la base, c'est le prompt. Si le prompt est efficace, l'IA va être efficace. Et le gain de temps est forcément colossal. Et la qualité, parce que tu en parlais aussi à un moment, Gauthier, est vraiment pas mal sur les retours qu'il peut faire, les suggestions qu'il peut faire, qui matchent plutôt bien avec ce que font nos account managers experts sur la partie créa. Donc, on cherche aussi le gain de temps là-dessus. Donc, c'est pareil, côté SEA, il y a quand même des opportunités en fait importantes. Et pour terminer, j'avais 2 phrases que je trouvais sympas. C'est pas parce qu'on fait confiance à l'IA, on va faire de plus en plus confiance, qu'il faut pas que vos agents, vos prestataires, vous-même, on exclut la partie contrôle. C'est encore quelque chose qui est hyper en fait important pour être sûr de passer à côté de rien.
Et l'autre point aussi, si on parle en tout cas d'agences, les agences de demain, c'est celles qui vont tout simplement être capables d'apprendre dès maintenant en fait à se servir de l'IA, le maîtriser et l'utiliser en fait dans le pilotage du SEO, du SIA, etc. Et c'est ça en fait l'avenir qui commence en fait dès maintenant, sur lequel par exemple notre pôle innovation travaille beaucoup. Voilà, c'est pour synthétiser un petit peu tout ça. Et on a terminé. Punaise, timing incroyable. Incroyable. Mais c'était, ça on avait répété. Hein. On s'était dit, hein, l'heure c'est l'heure, midi on termine. Et en live, généralement ça dépasse toujours un petit peu. Mais non. Donc merci à tous. 2 éléments, si ça vous intéresse, continuez à suivre notre actualité. Pour ceux qui viennent, on renclenche les webinars. Sur avril, on fait le salon à Monaco. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui s'y déplacent, mais que vous voulez nous rencontrer, c'est avec grand plaisir. Mais on publie via la newsletter, via nos articles et livres blancs régulièrement. Si vous voulez faire votre veille, n'hésitez pas à venir chez nous. Et si vous voulez un audit de votre SEO, et on peut, avec un focus aussi sur les données qu'on a vues pour aussi vous dire est-ce qu'aujourd'hui, comment vous êtes configuré par rapport à Google SGE, vous pouvez directement me contacter. Pareil, s'il y a des strates au niveau SIA, si vous voulez en savoir plus sur comment nous on travaille l'IA, n'hésitez pas. Et j'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais voir, je vais faire ça. Hop, un petit call to action vers un calendrier si vous voulez prendre un meeting one-to-one en fait pour en discuter directement. On est tout bon et maintenant on peut prendre les questions. Et merci à tous pour vos retours. Alors attends, je remonte un petit peu. Merci Victor. Je crois que la dernière c'est Geoffrey, non? C'est ça. Donc Geoffrey, le CTR à 4% obtenu par le cas client. Geoffrey, il a regardé bien comme il faut le cas client. Est-ce que c'est les standards en formation? Est-ce que ça t'as l'info? Est-ce que tu veux la donner aussi? Ou pas quoi? Non, en fait, c'est pas du tout un standard, c'est propre au client. Mais par contre, en fait, si on revient sur le cas client, on observe je crois qu'il y a une évolution de 0,1%. Enfin, 0,1 point, pardon, entre le CTR. Je pense que Geoffrey il a juste fait le calcul, il a vu que le CTR était à 4%. Il se pose la question de est-ce que dans le secteur formation, un CTR à 4% sur l'organique, c'est standard, c'est bien, c'est pas bien quoi? Pas du tout de standard. Hein. Ça va vraiment dépendre de votre notoriété, la qualité de vos contenus et ce que vous diffusez. Mais là, pour moi, l'information la plus importante, c'est qu'avec de l'IA et en gagnant, en faisant les perfs qu'on a eu sur ce client-là, donc je crois que c'est plus 125%, on maintient un niveau de qualité dans la création des contenus parce que les contenus qu'on a créés permettent d'augmenter les clics tout en gardant un même CTR. Et donc ça, c'est assez rare quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rémi qui nous demande comment éviter qu'il y ait des textes similaires entre 2 prompts similaires. Une grande question. Pour moi, la clé, c'est honnêtement, je sais pas répondre à cette question parce que pour moi, la clé, c'est le prompt. Avec 2 prompts similaires, potentiellement, on peut avoir les mêmes contenus. Mais c'est à vous d'avoir vos propres prompts. Après, à mon avis, si tu as des prompts similaires, c'est que ton prompt, tu l'as mal fait, puisque comme tu oui, pour moi, c'est ça. Par rapport à ton entreprise, alors on peut avoir la même cible si on est concurrent, mais on a un ton qui va être différent, on a une image de marque qui est différente, on a des arguments, des valeurs, des avantages qui sont différents, ce qui compte aussi dans la génération de contenu. Le cas extrême. Bouger, quoi. Le cas extrême, c'est vous êtes e-commerce, vous avez un même produit qui est disponible en plusieurs références assez similaires, des variables de couleur, de taille. Donc évidemment que le contenu va être plus ou moins similaire. Et donc votre prompt va être plus ou moins similaire parce qu'on est plus ou moins sur le même produit. Mais normalement, il faut faire absolument un focus sur les petites variables différenciantes, que ce soit la taille, etc. Ou alors apporter carrément un élément différenciant important sur une question qu'un utilisateur peut se poser par rapport à ce produit. Imaginons que vous avez une liste de 10 questions sur ce produit, et bien vous en donnez quelques-unes au produit A et quelques-unes au produit B. Ce qui fait que vous avez des fiches produits différentes. Il faut savoir aussi que Google est plus clément sur du contenu dupliqué sur des fiches produits
que sur de l'édito ou sur de la PLP. Après, je pense que c'est un faux problème parce qu'on fait du contenu rédigé par un rédacteur pour n'est pas à l'abri. En fait, c'est pareil, oui, c'est pas l'IA le problème. Oui. Que ça soit le même principe. Donc, si c'est le cas, je pense que il faut se remettre en question et pas forcément l'IA parce que ça vient aussi du démarrage du brief qu'on va donner. Dans le même cas, si on travaille avec un rédacteur qui peut potentiellement partir sur les mêmes sujets et des choses dupliquées, c'est à nous au début de savoir comment se différencier, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Mickaël? Comment on gère la gestion et la mise à jour des bonnes pratiques à l'interne au niveau des prompts afin que toute l'équipe en bénéficie? Ah bah ça c'est une super question. Vas-y, si tu veux répondre, après j'ai ma réponse aussi toute faite. Mais... mais je sais même pas si on a les mêmes pratiques là-dessus. C'est les standards, hein, de toute façon, il n'y a pas de... Oui, d'accord. Mais en gros, nous, on a, par exemple, pour la partie contenu, on a un prompt qui est un prompt template, qui est le summum de notre recherche, de notre innovation, en fait. Ce prompt, il y a une partie, il y a une différenciation de coloris entre ce qui va être variable en fonction de chaque contenu et ce qui va être pareil, ce qui va être automatique. Ici, les membres de mon équipe et moi-même, on a la main sur ce prompt pour proposer des améliorations en fonction des résultats, preuve à l'appui avec pièces, etc. Ensuite, il y a une discussion qui se fait et ensuite on acte sur on agit ou on n'agit pas sur la modification du template initial. Mais comme l'a dit Sylvain, c'est notre standard en fait. On a un standard pour la partie. De manière globale, c'est que chez JVWeb, tout ce qui est gestes, bonnes pratiques du quotidien, voire amélioration, c'est des choses qu'on va documenter, référencer. On a même dédicace à Colin, quelqu'un chez nous qui est en charge de toute la méthode de travail en fait chez JVWeb. Et ça, c'est partagé au quotidien sur de la formation initiale, apprendre chacun des gestes. Celui sur le contenu et l'IA en fait partie. Et la mise à jour, en fait, qui vient directement du terrain, c'est-à-dire que Gauthier fait une mise à jour, il fait évoluer, et Colin aussi peut traiter les commentaires, les mises à jour, etc. Et après, on partage le savoir grâce à nos team leaders. Et après, ça peut être la compte manager directement de Gauthier, qui sur le terrain veut faire évoluer son prompt et va en fait passer par le standard pour le faire évoluer. Et Gauthier, dans ses 3 missions, forme en fait son équipe à ces nouveaux changements, quoi. Je crois qu'on n'a plus de questions. Caroline, non, on partage pas la finalité, on peut pas partager la finalité du prompt. Parce qu'en fait, c'est des heures et des heures de R&D, donc c'est pas possible. On ne dévoile pas tous les secrets. Je pense qu'on a déjà donné beaucoup. Il y a la même question un peu, c'est comment on fait sur la partie sociale, là, ce que je montrais dans la partie aussi créa. Alors, Pimax social, en effet. Sur la partie prompt, on décompose, texte, etc. En fait, je peux pas forcément tout donner, c'est pareil, hein, mais le prompt, on le fait énormément en fait évoluer. Il a été travaillé un sacré paquet de fois. Et oui, en effet, on utilise ChatGPT. Il y a un découpage qui est fait selon les différents critères, les différentes règles. Et vraiment, l'idée, c'est de le faire réfléchir en fait comme nous. Donc, on est quand même ultra précis sur la façon dont il va être capable de regarder les titres, les textes, les bonnes pratiques, etc. Par contre, Caroline, il y a plein de gens qui ont développé des prompts et qui les ont mis live de partout et qui les diffusent gratuitement. Et donc, ça peut être une bonne base de réflexion pour votre stratégie de contenu. Enfin, si c'est celui sur le contenu que vous évoquez, vous pouvez partir de cette base et ensuite faire vos propres tests et l'améliorer vous-même. Je pense qu'on a fait le tour. Là, il est midi 9, on a encore plus de 80 personnes connectées, donc merci à vous d'être restés aussi pour les questions de tout le monde. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on va pouvoir tous aller manger. C'est toujours ma phrase de fin, ça. C'est vrai, ça. Le bon appétit, on va manger. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il est midi 9. Pas trop le choix, quoi. Voilà, c'était un plaisir. Salon Monaco, c'est en mars. Apparemment, j'ai dit avril, on m'a dit dans la régie. Donc, c'est en mars, hein, bien entendu, à partir du 12 pour ceux qui veulent. Et prochain webinaire pour nous, je pense avril et mai, petit event a priori, je fais un petit peu de pub aussi. Petit event à Paris chez Meta qui se profile dans les cartons. Pour ceux que ça intéresse, vous restez
suivre notre actualité. Merci à tous, merci pour les retours, bon appétit et puis à très bientôt. Et merci. À bientôt.